Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et l'échange sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions aujourd'hui au Café Libre pour discuter de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Également au programme, une nouvelle humeur de G. Quand est-ce qu'on interdit les lunettes connectées ? Et en fin d'émission, Benjamin Bellamy nous parlera de la toute dernière innovation états-unienne disponible en même temps dans tous les pays du monde pour tous et toutes. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de plaidoyer pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 juin, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. J'en profite pour saluer également les personnes qui nous écoutent sur les web radios Radio Cigaloun et Radio Broussailles, ainsi que sur les radios FM Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission, la seule et unique Julie Chomard. Salut Julie. Bonjour et belle émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G. Salut Étienne et salut camarades. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les lunettes connectées. Bon, le terme officiel, c'est lunettes intelligentes, de l'anglais smart glasses, calqué sur smartphone. Mais moi, j'en ai marre qu'on nous colle de l'intelligence à tout va dans un monde numérique qui me semble de plus en plus stupide. Du coup, je vais appeler ça des lunettes connectées parce que c'est bien ça le nœud du problème. On parle de lunettes constamment connectées à Internet et qui y transmettent à peu près tout ce qu'elles peuvent capter, c'est-à-dire beaucoup trop de choses. Alors, les lunettes connectées, c'est pas un truc tout neuf. Google a sorti ses Google Glass en 2011, il y a 15 ans donc. Oui, 2011, c'était il y a 15 ans. Moi aussi, ça me fait un peu mal au derche, mais le temps, c'est comme toutes les modes numériques agaçantes, ça passe, et parfois, ça passe vite. La mode des Google Glass, elle, n'a même pas eu le temps de passer puisqu'elle n'a jamais vraiment existé. Malgré les annonces en fanfare, le projet n'a pas excité grand monde, à part les 2-3 technobéas qui boufferaient de toute façon n'importe quelle daube à partir du moment où on leur collerait un processeur dessus. Au-delà des problèmes bassement matériels, un prix délirant de $1 500, une autonomie ridicule, une surchauffe du processeur collée à la tempe, ce qui n'est pas très agréable, l'objet est surtout rejeté par les craintes, fort justifiées d'ailleurs, qu'il suscite sur la vie privée. Aux États-Unis, des panneaux d'interdiction apparaissent très rapidement dans les lieux publics, bars, cinémas, etc. Bref, lorsque Google met fin à l'expérimentation en 2015, après un nombre de ventes ridicules, on croit le projet enterré dans la décharge du numérique où viendront vite le rejoindre les NFT et le métavers. Sauf qu'évidemment, il ne faut jamais sous-estimer l'opiniâtreté des GAFAM à nous faire avaler leur saleté, même quand on a déjà eu un haut le cœur à la première bouchée. En 2021, c'est Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui sort les Ray-Ban Meta en partenariat avec Ray-Ban, comme son nom l'indique, et aussi avec Essilor Luxottica, la multinationale franco-italienne de la lunette, ce qui nous permet de classer ce projet dans la catégorie Cacarico. C'est caca, oui, mais c'est un peu français aussi. Au niveau technique, on reste sur du classique. Caméra et microphone intégrés, connexion au téléphone par Bluetooth et évidemment stockage sur les serveurs de Facebook, dont on rappellera à toutes fins utiles qu'ils sont soumis aux lois états-uniennes comme le Patriot Act. Loi qu'on pourrait résumer ainsi: si vous êtes citoyen des États-Unis, on se torche avec votre vie privée, et si vous ne l'êtes pas, pareil, mais on y va à deux mains. On ne peut évidemment que souhaiter à ces saletés d'avoir le même destin que les premières Google Glass, mais rien n'est gagné. Les problèmes techniques de batterie ont été largement améliorés, le prix reste assez délirant, autour de $800, mais ça n'a jamais été un frein si fort que ça dans le domaine des gadgets high-tech, il y a qu'à voir le prix des iPhone 9. La question se pose donc assez rapidement, quand est-ce qu'on interdit ces merdes ? Je veux dire, il n'y a aucun univers où filer des lunettes connectées à tout le monde, ça se passe bien.
On parle de dispositifs où n'importe qui peut vous filmer à votre insu juste en tournant le visage vers vous. On avait déjà passé un cap avec l'hégémonie du smartphone qui a fait que tout le monde se trimballait soudain avec une caméra dans la poche, mais à la rigueur, quand tu filmes avec un smartphone, ça se voit au moins un tout petit peu. Là, si on commence à avoir des lunettes connectées un peu partout, on se lance sur un chemin dystopique à un niveau hallucinant. Surtout si, comme pour les fameuses enceintes connectées, les lunettes filment et enregistrent un peu quand Facebook le veut, sans qu'on ait des masses de contrôle sur les données et ce qui en est fait. La certitude, ou plutôt l'incertitude, ce qui est presque pire, d'être filmé, enregistré et analysé en permanence. Le panoptique généralisé et participatif. Quel enfer! D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Dans une étude de la CNIL, on apprend que 2/3 des sondés trouvent que c'est un risque pour la vie privée. Bon, je pense que le dernier tiers n'avait pas compris la question. Mais sérieusement, est-ce que c'est encore possible d'interdire des trucs aux grandes entreprises ou c'est réservé aux pauvres maintenant ? Je dis ça parce que j'ai l'impression que les seules interdictions ces derniers temps, c'est principalement pour du contrôle social. Interdiction des rave-parties, interdiction de manifester en dehors des clous, etc., etc. Alors que pour les grandes entreprises, on fait des pactes de responsabilité, on demande gentiment à Total d'arrêter de se gaver, on met en place des incitations à arrêter de niquer la planète. Moi, bêtement, je pensais que la loi, c'était un outil pour protéger les faibles et mettre les forts au pas. Bon, enfin, ça, c'est mon côté dangereux gauchiste, j'imagine. Bon, mais tout ça, ça n'est pas une fatalité non plus. Je sais que les plus jeunes n'ont pas vécu cette époque, mais moi je me souviens très bien que quand j'étais môme, on avait interdit les expérimentations sur le clonage humain. Et parce qu'en 97, des scientifiques avaient créé Dolly, un clone d'une brebis. Ce qui évidemment posait tout un tas de problèmes éthiques assez sévères, d'autant plus si on commençait à transposer ça à l'être humain. Et donc dès l'an 2000, on a adopté la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui interdit le clonage reproductif des êtres humains. Puis en 2005, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui a interdit le clonage. D'ailleurs, parenthèse, mais dans les pays qui se sont opposés à cette interdiction, on trouve la France, et oui, cacarico à nouveau, parenthèse fermée. Mais enfin, comme quoi, interdire des technologies douteuses pour des raisons politiques, éthiques, sociales, eh ben, c'est possible. En tout cas, ça l'était à l'époque. Aujourd'hui, on a des multinationales comme Facebook dont le mantra a longtemps été littéralement « move fast and break things », c'est-à-dire bouger vite et péter des trucs. Oui, péter des trucs. Et en face, on a des institutions qui disent « mais ouais, venez, pétez tout, ça va être cool ». Mais ça va, on vous embête pas trop ? Alors que bon, je parle des lunettes connectées, mais à l'heure actuelle, c'est presque anecdotique. Sur l'IA générative, par exemple, le principe de précaution aurait peut-être dû faire qu'on fasse au minimum un moratoire sur les technos, le temps de voir si ça risquait pas de foutre en l'air plein d'industries, de faire fondre les capacités cognitives de la population, ainsi que la banquise au passage, sans même parler des IA néo-nazis comme Grok, qui peuvent te générer des images pédopornographiques sans broncher, ou des cas avérés de ChatGPT qui poussent littéralement des gens au suicide. Non, mais c'est vrai que les interdictions, c'est très ancien monde. C'est pour les gens qui n'aiment pas la réussite. J'ai envie de dire les ludites, les gens qui sont contre le progrès. Bon, ceci dit, ne soyons pas totalement négatifs, il reste un peu d'espoir, notamment du côté de l'Union européenne. Ainsi, le règlement sur l'intelligence artificielle, par exemple, enquiquine pas mal Meta et compagnie sur la question de l'exploitation des données des lunettes par IA. C'est une des raisons qui font que leur modèle avec écran intégré n'est pas encore disponible chez nous. Ça, plus le fait que l'UE va bientôt commencer à imposer la présence de batteries amovibles et remplaçables sur les appareils technologiques, ce que les Ray-Ban Meta n'ont pas. Bon, mais même si c'est évidemment techniquement compliqué de faire une batterie amovible sur des branches de lunettes toutes fines, on peut supposer que ça ne freinera pas tant que ça les GAFAM, et que ce n'est donc que partie remise. En attendant, ce serait pas mal de ne pas traîner pour légiférer sur les objets de surveillance généralisée que sont les lunettes connectées. Déjà parce qu'il y en a un peu ras-le-bol des passe-droits légaux des grandes entreprises de la tech, et surtout parce que pour une fois, on pourrait avoir un cadre légal contraignant et protecteur pour nous, avant que Facebook ne bouge vite et défonce encore absolument tout sur son passage. Merci J. Alors ça se voit pas à la radio, mais je peux vous dire qu'en studio, on a beaucoup hoché la tête en signe d'acquiescement tout au long de ta chronique. Et je me demandais, est-ce que tu nous autorises à réutiliser Cacarico Avec plaisir, c'est sous licence libre évidemment. Eh ben, parfait. J, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que tu es un auteur qui a fait le choix de placer ses œuvres sous licence libre, tes chroniques, tes dessins, tes livres et même tes jeux vidéo, et que l'on peut, si on le souhaite, contribuer à la rémunération de ton travail qui profite à toutes et tous. Rendez-vous pour cela sur ton site p'titlook.net. Tu restes avec nous pour un petit café libre ? Tout à fait. Parfait. Et bien avant cela, nous allons faire une pause musicale. Nous allons donc, après la pause, nous retrouver pour un café libre. Mais avant cela, nous allons goûter Lemony par Minda Lessi. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Lemon, 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 there are too many lemons in my pie.
pie was lemon and lemon and lemon, and the too many lemons in my pie. In the Jiminy told me you ought to be what you wanna be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines. Cause Jiminy knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. Things like clearing up the skies and cooking lemon pies. Amphetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And it's lemon, the too many lemons in my pie. The pie was lemon, the too many lemons in my pie. Cramming a Jiminy found him, it crammed up in the chimney. Must have been from all the yummy amphetamines he'd been a-giving me. And they were lemony, oh so lemony, they sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when he brought up the possibility of us finding the anemones, to locate the enemies and reclaim our oh so precious abilities of making a lemony pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. A lemon, too many lemons in my pie. The pie was lemon, the too many lemons in my pie. Heureusement que la régie veille au grain parce que j'étais complètement distrait. Nous venons d'écouter Lemony par Minda Lessie, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. C'est baillé ça. Et je précise que j'avais eu le grand plaisir d'interviewer Minda Lessie en 2022. Elle avait parlé spécifiquement de l'histoire de ce morceau, Lemony. Il avait expliqué aussi le choix de la licence. Alors c'est son pote un peu geek qui l'aidait à mettre ses morceaux en ligne et qui a mis la licence. Elle y comprenait pas grand chose, mais le principe lui allait très bien. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous vous donnons donc rendez-vous aujourd'hui au Café Libre pour discuter des sujets d'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table avec moi, Isabelle Carrère, G qui est restée donc avec nous, et Pierre Bessac. Bonjour à vous trois. Salut. Bonjour tout le monde. Alors Isabelle, tu es présidente d'Antanac, une association d'accompagnement aux usages numériques avec du matériel informatique reconditionné et du logiciel libre. Pierre, tu es informaticien libriste et notamment fondateur d'Eriomen et Gandhi parmi tes casquettes. Et G, alors tu es toujours auteur sous licence libre, mais tu es aussi docteur en informatique et membre du CA de l'April, entre autres casquettes aussi. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/279 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez un podcast. Alors pour commencer, j'aimerais proposer à G de nous faire un retour rapide sur un événement qui s'est tenu le week-end dernier où l'April était notamment présente, les Geek Ferries. Alors tu m'as dit que tu n'étais pas trop sur ce qui s'appelle le village numérique, mais c'est un événement qui est assez chouette, il paraît. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Ouais, alors les Geek Ferries, c'est un festival qui a lieu pas à Paris, ce qui est en fait est pas mal du tout. Il a lieu à la Celles-sur-Cher, qui est un petit village à 2 heures, enfin je dis 2 heures par rapport à chez moi, mais du coup par rapport au centre de Paris, ça doit plutôt être 3 heures facilement. Donc c'est dans la région des Châteaux de la Loire en gros, donc c'est un très joli château. Et où il y a un festival depuis pas mal de temps maintenant, je pense que ça doit faire 15 ans ou quelque chose comme ça, qui plutôt un festival autour des cultures geek comme le nom l'indique, donc tout ce qui est pop culture, cosplay, pas mal, donc les gens sont beaucoup déguisés en plein de choses. C'est assez sympa comme endroit. Et effectivement, on a la chance d'avoir depuis quelques années, alors je sais pas si c'est depuis les débuts ou pas parce que j'ai pas tout suivi, mais il y a effectivement ce qu'on appelle le village du numérique qui en pratique est presque un village du logiciel libre parce qu'on est quelques assos à être là-bas. Il y a l'April évidemment, il y a aussi Framasoft, il y avait Mozilla, enfin voilà, c'est
C'est un endroit où on vulgarise un petit peu justement l'informatique et notamment l'informatique éthique, libre, tout ça, à destination des gens qui sont pas forcément hyper baignés dedans, contrairement à d'autres festivals comme nous on a l'habitude de faire. Donc ouais, c'est assez chouette. Effectivement, je suis pas trop allé sur le stand parce que j'y étais principalement pour mes projets perso, mais c'était sympa. Alors cette édition a été un peu compliquée parce que malheureusement l'organisation manque beaucoup de bras bénévoles, donc ça a été compliqué pour tout un tas de choses. Donc si ce genre de choses vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'orga pour l'année prochaine, ça pourrait être très Et c'est sympa. tout le temps autour du 15 juin. Bon, j'ai jamais encore eu le plaisir d'y aller, mais c'est dans ma liste des endroits où j'aimerais aller si j'en ai l'occasion. Et il paraît que c'est toujours effectivement très chouette, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Puis si vous aimez cet événement, sachez qu'ils peuvent aussi avoir besoin de votre aide. La petite clochette qui nous annonce un changement de sujet. Alors pour notre première actualité à proprement parler, je vous propose d'élargir notre champ de vision à l'international et de regarder du côté du Québec où il et elle se posent aussi des questions sur la protection de leurs données, alors de santé plus précisément visiblement sur cette actualité. Alors Isabelle, c'est toi qui nous partageais cette info, est-ce que tu veux nous en dire 2 mots ? Absolument, je veux bien, et même pour commencer, je vais vous lire le début de l'article du journal Le Devoir que je trouve vraiment savoureux. Imaginez un instant que le ministre des Transports du Québec, exaspéré par les nids de poules, annonce qu'il confie la gestion du réseau routier québécois à un géant américain. Les routes demeureraient naturellement au Québec, mais leur évolution, leur entretien et leur avenir dépendraient désormais d'une entreprise étrangère. Les ingénieurs québécois perdraient progressivement leur rôle, les entreprises locales devraient se réinventer ou disparaître, et nos universités formeraient des diplômés en génie destinés à travailler ailleurs. L'indignation serait immédiate. On parlerait d'abandon de souveraineté. Et pourtant, c'est essentiellement ce qui se produit aujourd'hui dans le domaine de la santé numérique. Voilà, j'ai trouvé que c'était joli comme... J'ai beaucoup aimé cette métaphore aussi. Ouais, comme début d'article, parce que ça dit bien combien, en fait, nous ne sommes pas, je trouve, très très nombreuses à protester contre des affaires, que ça soit donc ici en France ou donc avec nos amis du Québec, nos camarades du Québec, à protester contre tous les endroits sur lesquels en fait on confie des tas d'autres choses à on ne sait pas trop qui en fait. Ou si on sait qui, c'est qu'on sait un nom, on sait un nom d'une entité, d'une structure, etc. Mais on est capable de laisser des informations comme celles qui sont constituées par le DSN, donc le dossier santé numérique, de le confier à des personnes dont on ne sait pas trop ce qu'elles vont en faire. Et on veut le faire en France, et donc les Québécois se posent la même question. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, oui, d'aller ouvrir, de se dire, c'est pas simplement nous ici en France, ni même simplement en Europe qu'on a ces problématiques-là. Et donc du coup, pourquoi est-ce que autant d'argent est en fait donné encore et encore à des entreprises privées pour des services ou des choses, des actions, des infrastructures qui devraient potentiellement être de l'ordre du domaine public et donc financées par nous, par nos impôts, là où nous sommes. Alors au Québec pour les Québécois, Québécoises, et ici pour nous. Enfin, ça reste une question. Alors je suis pas une pro de l'infrastructure numérique, mais je trouve ça assez hallucinant. Et puis ce qui m'avait intéressé aussi, c'est que il y avait dans ces articles, aussi bien dans celui du Devoir que de Radio Ici Canada, il y avait quand même des choses où ils étaient en train de parler, mais doucement, un peu comme avec timidité, du développement de logiciels libres pour des infrastructures, et notamment ils parlaient d'Hydro-Québec qui aurait des infrastructures énergétiques avec des logiciels libres. Je ne sais pas si vous aviez d'autres infos là-dessus, mais... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire avec effectivement la situation française, avec la chose qui s'appelle le Health Data Hub, qui est la plateforme de données de santé. Ouais. Voilà, merci pour la traduction, ça m'échappait. Alors l'équivalent, nous on a l'équivalent du dossier numérique santé, qui est le dossier médical personnel. Mais je crois que c'est le Health Data Hub, c'est plutôt du stockage de données scientifiques. C'est le stockage de tous les données, alors anonymisées, mais autant que ça peut l'être, des données de santé des Français et des Françaises à des fins de recherche. Et quand ça a été créé, à la base, c'était censé être hébergé, enfin, ça devait être hébergé sur les infrastructures de Microsoft. Alors, il y a eu ça l'a été d'ailleurs. Ça l'a été. Maintenant, ils reviennent enfin en arrière dessus. Alors, c'est un petit peu, été critiqué, mais je pense que ça a été critiqué dans le cercle des
des initiés un petit peu. Il y a eu des commissions d'enquête, etc. C'est ce qui a permis un peu de revenir dessus. Et effectivement, dans ce qu'on appellera, j'aime pas forcément l'expression, mais le grand public, je suis pas sûr que ce soit une information qui a été largement. Je pense que ça a quand même percolé un petit peu plus, peut-être pas dans le grand public, mais au-delà des cercles d'informaticiens qui ont milité sur la question. Et il y a quand même, j'ai l'impression, il y a un virage, peut-être pas à 180 degrés, mais à 90 degrés, on va dire, en ce moment, avec la situation états-unienne, avec un président et une administration qui coupe des robinets du jour au lendemain, et il commence à y avoir une prise de conscience des dépendances dans lesquelles on se trouve, et des mesures qui commencent à être plus fermes pour essayer de justement de retirer ces dépendances. Alors on n'est pas encore rendu, mais j'ai l'impression ça commence à aller dans la bonne direction, dans une meilleure direction. Peut-être pas encore la meilleure, mais dans une meilleure direction. Donc c'est intéressant de voir que nos cousins d'outre-Flac sont sur la même ligne. Voilà. Ouais, puis moi tout à l'heure je parlais du Patriot Act dans ma chronique, mais en fait il y a pire que ça, il y a ce qu'ils appellent le Cloud Act qui permet donc à une autorité des États-Unis d'obliger toute entreprise américaine à remettre les données, même si les données sont hébergées sur le serveur d'un autre pays. Donc en fait ce que je disais tout à l'heure, oui les serveurs sont ceux de Facebook aux États-Unis, mais en fait si c'est Facebook votre prestataire, même s'il met des serveurs au Canada en l'occurrence, ils seront quand même soumis aux lois des États-Unis. Donc il y a vraiment un enjeu de ce point de vue-là qui est énorme, surtout quand c'est des trucs aussi sensibles que des données de santé, ou dans notre cas on pourrait aussi parler du ministère de la Défense, dans le genre c'est pas mal. Donc ils ont un peu le même souci, et apparemment, alors j'ai lu dans l'article que le Québec a commencé une collaboration avec la France pour ouvrir des outils de messagerie notamment qui sont pas basés sur des applications américaines. Alors je sais pas si c'est avec la partie qui est faite par la DINUM ou si c'est autre chose, mais voilà, c'est aussi chouette s'il y a mine de rien de la collaboration internationale en dehors justement des cadres des GAFAM, quoi. Surtout que là il y a un sens effectivement basé sur la langue, parce qu'on sait que notamment pour la mise en œuvre de logiciels, la langue est importante, donc là on peut voir effectivement les ponts qui peuvent se faire assez naturellement. Et le cloudage, je pense que J, t'as bien expliqué. Alors il y a le terme barbare d'extraterritorialité, je le prononce mal mais vous avez le mot, vous avez peut-être entendu ce terme en tout cas. En fait c'est simplement ça, que les entreprises, l'État américain se réserve le droit d'aller récupérer des données même stockées à l'étranger du moment qu'elles sont détenues par une entreprise américaine. Et d'ailleurs, il y avait eu ce mot du directeur de Microsoft France il y a 1 ou 2 ans dans une commission d'enquête sénatoriale. Et la question lui avait été posée de savoir s'il pouvait garantir que, en gros, les données des Français et des Françaises seraient protégées d'une possible ingérence. Et sa réponse a été « je ne peux pas vous le garantir ». Ce qui dit beaucoup. Et effectivement, ça avait été pas mal relayé à l'époque. Clairement, même si on fait une loi en France qui l'interdit, c'est la loi états-unienne qui a précédence là-dessus. Donc, effectivement. C'est le rapport de force, je pense. C'est un rapport de force simplement, ça ? C'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire que l'entreprise, un peu mystérieux cette histoire. En fait, le droit, l'entreprise, elle va choisir le risque qu'elle va juger le plus important pour elle. Si elle juge qu'elle a plus à risquer à ne pas respecter le droit américain par rapport au fait de ne pas risquer le droit, de ne pas obtempérer avec le droit français, elle va faire une balance des risques. Éventuellement, elle se retirera d'un marché ou voilà. Balance des risques économiques et ou politico, je sais pas quoi. C'est propre à chacun. Je pense que c'est d'abord économique. Après, on voit qu'il y a des valeurs politiques aussi. Il y a des entreprises où l'idéologie politique peut être assez marquante, mais c'est souvent, je pense que ça se réduit. Mais bon, je vais pas me mettre dans la tête des patrons des grosses boîtes américaines, mais c'est en tout cas mon sentiment. Ouais. Et alors, quand on lit que la ministre de la cybersécurité et du numérique québécoise dit il faut surtout faire en sorte que les outils utilisés soient basés sur du logiciel libre qui permettent de nous rendre moins dépendants de certains joueurs, est-ce que c'est du vent, du pipeau? De votre point de vue, c'est quoi? C'est une déclaration d'intention versus... ils sont capables de passer à quelque chose là-dessus? Ça va dépendre des secteurs, je pense. Non, mais là, sur la question de la santé, par exemple. Sur la question de la santé, c'est difficile à dire, parce qu'il y a quand même des logiciels assez pointus, et c'est pas un secteur où il y a énormément de logiciels libres, j'ai l'impression, à ce stade. Donc... Ok. Et là, pas assez... qu'à faire, je pense, à ce stade. Puis, personnellement, je connais pas assez le fonctionnement, la politique, le fonctionnement politique au Québec, oui. Parce qu'en plus, c'est un État au sein d'un pays plus grand qu'est le Canada, donc voilà, je sais pas comment s'équilibre tout ça. La province a quand même une autonomie sur certains sujets. Mais là, par exemple, tu parlais de la collaboration avec la France. Effectivement, et notamment, ils vont le faire sur des outils de messagerie et de visioconférence pour pouvoir supprimer Teams ou WhatsApp
WhatsApp de leurs outils. Mais s'ils prennent l'outil français, là, qui j'ai l'impression Si c'est l'outil français, ce serait sans doute Chap qui est, qui est développé par la direction ministérielle. Certes, mais qui a quand même eu, si j'ai bien compris, pas mal de soucis avec des choses qui ont été grillées dans des conversations entre les ministres. C'est Donc, un vol de compte de ce que j'ai compris sur Chap, donc c'est un peu imparable. C'est pas une faille intrinsèque de l'application, c'est quelqu'un qui c'est pas une faille de... Non, c'est quelqu'un qui s'est fait voler son mot de passe. Oui, c'est ça. Ouais. Et l'attaquant a pu accéder du coup à des groupes publics qui étaient accessibles par tous les utilisateurs. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Ça peut arriver effectivement avec n'importe quelle appli. Effectivement, ça nécessite effectivement qu'en amont, les utilisateurs se protègent avec des mesures plus durcies de double authentification, etc. Ça m'amène de réfléchir. D'une part, effectivement, le logiciel libre ne suffit pas en lui-même à garantir ce qu'on appelle la souveraineté, l'autonomie stratégique, mais en tout cas, c'est une brique minimale nécessaire. On peut pas faire de la vraie autonomie stratégique sans logiciel libre. Et puis on voit aussi au problème de santé, puisqu'on parle de données de santé et de problématiques d'autonomie. Moi, je vois aussi la dépendance en France à la plateforme Doctolib, qui brasse énormément de données. Et ça, alors c'est certes français, mais alors je sais pas si Cacarico peut s'appliquer ici, mais on voit qu'il y a d'autres problématiques, et parce que notamment, c'est pas du logiciel libre, il n'y a pas de maîtrise, on peut dire, il y a quand même un bout de logiciel libre derrière. Ils utilisent une base de données libre qui s'appelle Postgres. D'accord, bon, je vais pas féliciter Doctolib, la dépendance à Doctolib pour autant, mais bon, tant qu'à faire, c'est sans doute mieux que rien. Mais surtout que cette dépendance, elle a été petit à petit, c'est comme une injonction. On nous demande pas notre avis, et même si, par exemple, moi je refuse d'aller prendre un rendez-vous par ce biais-là, je téléphone à mon médecin, mais si le médecin derrière, il va m'inscrire sur Doctolib et que je reçois par SMS quand même le truc, j'y suis quand même. C'est-à-dire qu'on te demande pas ton avis, et c'est tu peux même avoir tes résultats qui sont envoyés sur Doctolib, ce que je trouve encore pire en fait, quoi. C'est-à-dire que tes résultats d'analyse peuvent être envoyés par Doctolib. Il y a de plus en plus de médecins qui le font, et pour moi c'est un gigantesque problème, quoi. Enfin... Mais je peux reboucler avec ta question, tu disais est-ce que je pense que c'est parce qu'aussi beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que les choix en termes techniques, notamment tout ce qui touche à l'informatique, sont aussi des choix politiques, et puis ce sont des espaces où on a le choix en fait, on n'est pas obligé de passer par Google, Microsoft et consorts, il y a d'autres alternatives possibles, et surtout on a une possibilité d'action politique sur le sujet, elles sont diverses, notamment en développant des solutions qui soient mieux maîtrisées, plus souveraines comme on dit, etc. Ça peut nous amener au sujet suivant, sauf s'il y a une dernière remarque sur cette situation québécoise, mais je trouve que c'est intéressant comme pas de côté. Merci Isabelle. Je pense qu'effectivement ça va nous amener au sujet suivant sur les histoires de argent public, code public notamment, parce qu'on a pas mal de logiciels dans l'administration française qui pourraient, alors qu'ils sont souvent dans des domaines super spécifiques, par exemple la santé, mais qui pourraient peut-être gagner à être diffusés en libre. Eh ben allons-y alors. Donc on reste sur le sujet de la souveraineté, effectivement, ou de l'autonomie stratégique, et d'ailleurs sans doute un terme plus précis et plus juste par rapport à l'enjeu. Et on va revenir en Europe pour ça, où la Commission européenne a communiqué sur ce qu'elle appelle un Tech Sovereignty Package, un paquet sur un ensemble de textes pour la souveraineté technologique européenne. Je cite sa communication, alors qui date du 3 juin 2026, donc c'est assez récent. Alors malgré des annonces intéressantes, on pourra en parler, il y a des annonces intéressantes dans cette communication, mais l'exécutif européen ne semble pas prêt à tirer vraiment les conclusions nécessaires pour renverser le rapport de force actuellement au profit des géants du numérique, pour prendre un terme un peu valise. Selon nous d'ailleurs, une nouvelle occasion manquée d'inscrire un véritable principe normatif de priorité au logiciel libre au format ouvert dans le secteur public. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion, la communication est volumineuse, il y a beaucoup de choses dans ce paquet, mais je sais pas déjà quel était si vous avez eu un premier sentiment en prenant connaissance de cette communication. Alors j'ai vu notamment le communiqué du CNLL. Oui, qui est une association d'entreprises du numérique ouvert, c'est leur nom effectivement. Et donc ils ont bien dépioté le truc. J'ai regardé. Alors c'est super copieux, donc j'ai pas tout suivi ni tout compris en détail, mais leur avis de toute façon est en général très pertinent, et ils expliquent en substance, enfin tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais que c'est un peu mollasson en termes d'application de logiciels libres, c'est-à-dire c'est ce qui s'appelle de la soft law, c'est-à-dire c'est des recommandations, allez-y, faites des efforts, mais il n'y a pas grand-chose de contraignant. Et il y a quand même des points derrière, c'est qu'il y a apparemment le développement des OSPO, donc les offices de logiciels libres dans les différents pays, ou au niveau, peut-être chez
c'est juste à Bruxelles, ça j'ai pas exactement suivi les détails, mais donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est des administrations publiques de promotion du logiciel libre, et alors peut-être aussi potentiellement d'assistance aux administrations pour le déploiement, je ne sais pas, mais donc il y a des bonnes choses, ça va pas tout à fait aussi loin qu'on aimerait quoi, voilà. Alors l'April, on va publier, je pense, a priori demain, on publiera aussi notre plus courte analyse. C'est vrai que le CNLL connaît bien ces enjeux-là. Ils font partie d'un consortium, l'appel au niveau européen, donc ils ont pu avoir des échanges plus directs avec l'administration. Je pense qu'à la fois il y a du bien. Alors lui, il parle d'un tournant. Enfin, il salue l'effort, on va dire, sur une politique industrielle de la Commission européenne, c'est leur terme. Et effectivement, les OSPO, peut-être juste pour préciser, en gros, c'est des bureaux au sein des administrations qui ont vocation à animer, on va dire, les contributions et l'usage du logiciel libre, et puis de faire le lien entre les communautés du logiciel libre. Moi, les quelque chose... OSPO, excuse-moi, oui, c'est Open Source. Open Source, PO, c'est quoi Public Office. Bah voilà, merci. Quelque chose comme ça. Programme Office ou Public? Non, ça va être Public Programme. Office. Ouais, Programme. Donc Open Source Programme Office, voilà. Ok. Je sais pas oui, si moi je trouve que le Conseil national, il me semblait qu'au mois d'avril, au mois de mai, il avait salué les avancées, etc., sur le texte en préparation. Et là, ce qu'on voit quand même, ce qu'ils disent, moi, ce que j'ai ressenti à la lecture de leur doc, là, c'est plutôt le truc de oh bah alors, on y croyait, on croyait que ça allait être un peu, puis en fait, bah oui, ben non, ils avaient choisi le mot exiger, finalement, ça devient encourager. Ouais. Enfin, tu vois, des signes comme ça qui sont, c'est pas que du verbiage, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment important à chaque fois que dans des négociations, des gens qui discutent ensemble finalement font un compromis à la baisse, bah c'est jamais une bonne idée parce qu'on sait très bien que déjà de toute façon personne ne va suivre ça. Donc à la limite, il vaudrait mieux taper beaucoup plus fort pour qu'on ait un minimum. Là non, c'est l'inverse. On se met au plus bas et donc on nivelle par le bas plutôt que de tirer tout le monde vers le haut dans des choix politiques. Ils ont vraiment décortiqué le truc. Enfin, j'ai lu, donc effectivement, tu as le encourager ou exiger. Apparemment, c'est uniquement pour le cloud et l'IA, donc pour les applications de bureau, bah. Et puis surtout, j'ai lu qu'ils disent en gros, il y a des dérogations très très larges. Voilà. Tu peux y déroger pour raison de sécurité, ce que tu veux. T'as même un truc, je crois que j'ai plus la formulation exacte, mais c'est pour toute raison qui peut être justifiée, même a posteriori. Donc en fait, les entreprises faut faire absolument ce qu'elles veulent et puis dire après oui, enfin les entreprises, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, on peut faire ne pas faire de libre. Comme ça, un peu par défaut, enfin, continuer à faire comme avant et juste justifier a posteriori pourquoi vous avez pas fait de libre, parce que voilà, et en fait. J'avais pas envie, je me suis pas réveillé comme ça. Il y a vraiment aucune contrainte, donc bon. Si vous aviez suivi, en 2016, on avait travaillé sur la loi République numérique et en fait, on retombe sur les mêmes choses, c'est-à-dire que cette loi République numérique avait acté un encouragement à l'usage du logiciel libre dans les administrations. Donc en gros, c'est allez-y, c'est bien, mais si vous y allez pas, c'est pas grave. Et puis il y avait cette exception de sécurité qui est un petit peu le joker magique avec aussi la liberté d'entreprendre et le secret des affaires qui permet de tout excuser pour ne pas. Donc là, c'était pour ne pas communiquer les codes rendus publics. Moi, mon sentiment, alors déjà, on peut voir effectivement ce qui est pas anodin, c'est qu'il y a donc dans ce paquet, il y a 2 projets de règlement qui touchent au cloud et à l'IA, enfin à l'informatique à distance, à nuage et l'IA, et un sur les puces électroniques, alors qui sont certes 2 sujets importants. Et ce qui concerne le logiciel libre, c'est une stratégie, donc de quelque chose, juste la vision de la Commission européenne, qui est pas quelque chose qui va être débattu de la même manière au niveau de l'UE. Donc ça montre quand même aussi une vraie différence d'ambition. Et il y a une phrase qui m'a montré, je pense que ça montre bien peut-être la problématique, c'est que il y a une phrase dans leur communication qui dit qu'en gros il faut que dans les marchés publics notamment les logiciels libres soient en mesure de concurrencer les logiciels propriétaires, alors qu'en fait l'enjeu il est pas là, c'est de faire une vraie priorité au logiciel libre pour qu'à terme, d'avoir une vision pour qu'à terme il n'y ait plus de logiciels non libres dans les administrations. Moi je pense qu'effectivement il y a un petit manque d'ambition politique. Alors après moi je suis pas déçu parce que pour être déçu il faut avoir des attentes. J'avoue que concernant la Commission européenne j'en ai jamais beaucoup eu, mais voilà. Alors après je sais pas si vous avez, qu'est-ce que vous avez vu de positif. Moi j'ai vu quand même plusieurs choses intéressantes. Bon, c'est toujours bien aussi à prendre. Je sais pas si c'est moi j'ai noté particulièrement les OSPO parce qu'on en avait parlé lors de la campagne des élections européennes en 2024. Donc voilà. Effectivement, ce que je trouve les OSPO, j'ai l'impression que ça fait partie d'un truc qui est intéressant plus largement, c'est quand on lit la communication du Commission européenne, il y a une vraie insistance sur l'importance du soutien une vraie prise en compte que le modèle de développement est basé sur des écosystèmes, des communautés, du soutien aux communautés, l'importance de renforcer les fondations qui chapeautent ce qui s'appelle les
Stuart. Alors c'était un truc déjà dans d'autres projets avant. Et je trouve que c'est un angle qui est important aussi, à prendre en compte, c'est-à-dire une meilleure compréhension de comment fonctionne du logiciel libre. C'est pas la même chose qu'effectivement des développements plus classiques. C'est pas juste un produit qu'on développe sur étagère, quoi. Et puis il y avait aussi l'importance, et ça je pense que c'est un truc qu'on voit aussi souvent, l'importance du financement et de la maintenance des logiciels, et surtout les logiciels les plus critiques. Alors je sais que beaucoup d'informaticiens et d'informaticiennes connaissent ce dessin. On voit toute une représentation de l'infrastructure d'internet notamment, qui reposerait sur une toute petite brique tout en bas, maintenue par une personne dans son garage au fond du Nebraska. Et ça c'est des vrais problèmes de sécurité. Et donc il y a un angle aussi pour justement apporter du soutien et du financement à ce genre de projet. Et ça, bon, je pense que c'est un bon usage de l'argent public tant qu'à faire. Donc bon, voilà, c'est des choses personnellement positives que j'ai pu constater dans ce texte. Alors un mot, j'ai noté l'acronyme, ça fait partie du Cloud and AI Development Act, ce qui fait CADA. Oui. Ce qui veut dire en français autre chose, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, il va y avoir des collisions sémantiques là-dedans. Alors attendez, je regarde. C'est tellement d'onglets, donc je regarde si on a des questions sur le chat. C'est vrai, je n'en vois pas trop. On a fait le tour de la question. Vous aviez d'autres remarques sur... c'est de leur faire retentir notre fameuse clochette. Alors on reste finalement dans la suite de ce sujet, mais en revenant sur un cas plus concret. Un consortium d'entreprises du logiciel libre à un niveau européen a lancé un projet de suite bureautique libre baptisé EuroOffice, alors qui est un dérivé de la suite OnlyOffice. Alors c'est une coalition, alors je vais citer les noms, vous les connaîtrez pas, mais il y a Ionos et Nextcloud en Allemagne, Proton en Suisse, XWiki et Abilian en France, Open Project en Allemagne, Sovereign, je ne sais pas comment ça se prononce, aux Pays-Bas, Betactic en Espagne et la fondation Eurostack. Donc un vrai consortium avec des entreprises assez solides. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'annonce ? Ça me fait trop rigoler. Ah. Mais non, mais c'est-à-dire, pour moi, enfin, je sais pas, hein, mais... Ça va piquer. Non, mais déjà, une fois que Microsoft a fait son pack Office, tout le monde est obligé de dire non, Office. Donc, on avait Libre Office, on a eu Only Office, et maintenant on a Euro Office. Genre, on est vachement originaux et on se démarque vraiment de tout. Non, voilà. Ça, c'est après la petite guerre. Ça m'a fait rire. La deuxième chose qui m'a fait rigoler, c'est la petite guerre entre donc Euro Office et Only Office, qui a dit ah oui, mais non, mais comment mon logo ? Il faut que mon logo reste sur cet objet, puisque quand même ça vient de là. Et donc il a fallu toute une discussion, négociation pour que on dise finalement ben non, ton logo, quand on est du libre, tu sais, faut que tu l'enlèves ton logo, c'est pas grave, même si on s'est appuyé sur ce que fait. Enfin bref, il y a eu comme ça des choses qui, je trouve, c'est pas sérieux. Peut-être pour repréciser, effectivement, comme je disais, EuroOffice, c'est ce qu'on appelle un fork, un dérivé du logiciel OnlyOffice, et puis l'entreprise qui gère OnlyOffice a pas trop apprécié effectivement qu'il y a un dérivé, et c'est OnlyOffice qui a exigé du consortium qui effectivement que dans leur suite logicielle à eux, EuroOffice, il y a bien le logo, etc. Et puis bon, alors la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre qui est basée aux États-Unis et qui chapeaute alors la licence en question, qui est la GPL, a effectivement rappelé que en fait dans les licences libres notamment, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le droit d'auteur du droit des marques, qui sont deux choses différentes. Absolument. Et que heureusement, ils ont redit ça. Heureusement que le logiciel libre permet ce qu'on appelle les forks et dérivés, qui est une liberté consubstantielle et très importante. Mais on est d'accord, c'était quand même ridicule comme affaire. Après là, c'est un peu aussi particulier parce que c'est un fork, mais c'est un fork entre guillemets un peu indépendant. C'est-à-dire que bon, normalement quand tu forks un logiciel, tu peux faire des remontées, ce qu'on appelle des remontées upstream. Donc tu améliores le fork et puis finalement le logiciel de base en profite aussi. Et en fait là, apparemment, il y a pas mal de soucis avec OnlyOffice, le fait qu'ils acceptent pas facilement les contributions. Il faut dire aussi qu'apparemment c'est un logiciel qui est développé principalement par des développeurs russes, ce qui apparemment pose pas mal de questions parce que on n'est pas en très bon terme avec la Russie en ce moment, donc alors ça veut pas forcément dire qu'il y aura des mauvaises choses dans le logiciel, mais en tout cas bon, je pense qu'il y a aussi une volonté quelque part de faire un fork qui soit bien détaché de OnlyOffice pour avoir la main dessus de A à Z. Et donc effectivement il y a eu ce conflit sur les marques. Bon, moi je trouve que en soi c'est plutôt positif, en fait de voir finalement de l'investissement dans des choses qui peuvent réduire la dépendance à Microsoft, d'autant plus pour la bureautique. Effectivement, on peut rire sur le fait que c'est du Office partout, quelque part ça veut dire bureautique, tu vois. Bon, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Après je sais pas à quel point ça va vraiment se développer
Mais pourquoi tu D'une comprends, manière, toi, de pourquoi ils n'ont pas choisi, par exemple, LibreOffice? Alors, OnlyOffice, d'après ce que j'ai compris, enfin en tout cas EuroOffice, OnlyOffice, c'est des interfaces web en fait. Ouais. Donc ça te permet de, alors que LibreOffice c'est du logiciel. Des grosses forces de OnlyOffice, Ouais. c'est que ça t'évite d'avoir installé quoi que ce soit, tu tournes ça dans ton navigateur. Et du coup ça permet Voilà, aussi donc ça permet que tu encore plus et encore plus tu utilises, n'est-ce pas, du web, tu utilises des données, tu utilises des data centers, tu continues. Donc on est vraiment sur cette ligne-là. Je suis désolé, mais pour moi il y a un vrai souci. Oui, mais- Pourquoi c'est pas bien d'avoir son logiciel dans sa machine? Là, en l'occurrence, ça permet de collaborer, enfin, ça permet de faire des trucs collaboratifs. Alors après, on peut effectivement se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment mettre ça partout? Je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que si tu prends en compte le fait que beaucoup de gens utilisent des trucs comme ça actuellement, avec des données qui sont, encore une fois, soumises à des lois états-uniennes, à du Cloud Act et tout, bah c'est quand même mieux, quoi, que ça. Après, effectivement, on peut élargir la discussion et se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des web apps pour tout? Là, je suis d'accord avec toi. Mais bon. Alors il y a une autre chose que j'ai notée, c'est que la fondation, l'Open Document Foundation qui s'occupe de LibreOffice, justement a tout sauté un peu parce que alors EuroOffice met en avant les formats Microsoft, c'est-à-dire le DocX et compagnie, enfin ce qu'on appelle OOXML, donc des formats qui ont été définis par Microsoft et qui l'ont été justement en réaction à l'arrivée à l'époque StarOffice et OpenOffice, qui avaient défini leur propre format, qui sont les formats .odt, .ods, etc., et qui étaient plus ouverts en fait. Les formats Microsoft ont été, c'est une tentative de Microsoft de détourner les standards ouverts existants, disons, avec un machin qui dérivait fortement de sa suite. Donc les EuroOffice accepte les deux. De toute façon, tous les logiciels maintenant gèrent les deux formats indifféremment, mais LibreOffice, enfin la fondation Open Document Foundation, regrettait qu'on mette plus en avant l'aspect Microsoft dans les annonces en fait. Et donc ça c'est un peu effectivement c'est un peu dommage. Après, moi je peux aussi le comprendre. Enfin, je fais l'avocat du diable, hein, mais pour avoir pas mal de gens que je connais, notamment dans ma famille, qui sont dans l'éducation nationale, faut voir qu'il y a énormément de profs, notamment, qui utilisent du Microsoft Office partout. Et pour qui, en fait, avoir un truc où la transition est hyper facilitée, où, en fait, de manière transparente, tu peux passer à ça peut énormément jouer. J'ai vu qu'apparemment, même au niveau de l'interface, ils ont essayé d'avoir un truc avec cette interface à ruban. Alors moi, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je comprends pas quel est tout le délire autour de ce truc-là. Mais si c'est important pour les personnes qui sont sur Microsoft Office et que ça les aide à transitionner, honnêtement, moi, je suis pas contre l'idée non plus, quoi. Bah, c'est un des problèmes de LibreOffice, c'est que leur truc leur interface est assez cryptique et elle désoriente les habitués des trucs Microsoft. Mais du coup, ils ont un peu fait machine arrière là-dessus. Ils ont un système de configuration où tu peux reprendre un look Microsoft si tu viens du monde Microsoft pour être moins perdu. Enfin, moi, être moins perdu. Mais de quoi on parle? Enfin, je sais pas. Moi, je te fais les retours. Bah oui, mais voilà, ça fait plus de 11 ans, là, maintenant qu'on est en Tanac et qu'on fait passer des tas de gens qui viennent nous voir sur du libre. Il n'y a pas deux personnes qui sont perdues. C'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça fait l'effort, en plus, de faire des versions de sa suite bureautique, à la fois pour Apple, pour Microsoft et pour Windows et pour Linux. Donc, ils avaient tout fait bien pour qu'on puisse petit à petit habituer les gens à ce sera la même chose. Je suis désolé, mais quelqu'un qui vient de Word, qui va sur Writer, c'est pas vrai qu'il va être paumé là. J'y crois pas 2 minutes et demie. Je dis pas paumé, moi en tout cas j'ai vraiment des retours de gens qui ont peur. Moi c'est à tel point que j'utilise LibreOffice et en fait des fois quand il y a quelque chose que je trouve pas, je demande à des gens qui connaissent bien Word. En général ça m'aide à trouver ce qu'il faut dans LibreOffice. Pour aller dans le sens de Di, moi je vois aussi je vois deux perspectives, effectivement. Je pense qu'en termes, et pour revenir à ce que tu disais, Isabelle, il y a un problème aussi de politique publique où on doit former les gens, on doit réfléchir en termes d'effectivement, mais même de repartir des besoins. Est-ce qu'on a besoin de tout mettre en app, de tout mettre à distance, etc. C'est des vrais problèmes politiques dont se doit se saisir et écologique, les pouvoirs. Écologique et social, et il y a beaucoup de choses. Là, finalement, c'est une initiative qui part d'un consortium d'entreprises privées et il y a une importance aussi, il y a de répondre aux besoins tels qu'ils sont formulés. Alors on peut regretter que la manière dont les besoins informatiques sont traités et intégrés au sein des pouvoirs publics de manière large, au sein des entreprises aussi et à toutes les échelles en fait de la société, mais ça tend à montrer quand même qu'en général, pour pousser un changement, il faut répondre. Et c'est pour ça le côté moi EuroOffice, je le comprends d'un point de vue marketing. Il faut rassurer. Oui, mais si on veut. Qui on parle de qui? On parle des acheteurs publics. Oui, mais on parle des acheteurs publics, etc. Donc c'est un certain nombre de gens. C'est pas le grand public. C'est pas les personnes comme toi. Oui, mais je crois que des enseignants. EuroOffice a quand même vocation. Je pense que leur cible, c'est d'abord de ce que j'ai compris.
c'est avant tout en fait les personnes publiques et les entreprises. Donc Les elles cherchent aussi à répondre. Alors on peut après regretter le modèle capitaliste tel qu'il fonctionne, mais ils cherchent à développer un produit qui soit basé sur du logiciel libre, mais qui répond aux attentes telles qu'elles sont perçues et construites par les personnes publiques. Toi, tu as dit le bon mot, telles qu'elles sont construites. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie de reprocher à un consortium de s'inscrire finalement dans la réalité économique et politique telle qu'elles sont. Là où je passe le reproche, c'est plus, c'est surtout aux décideurs politiques de comment elles se saisissent du sujet et qui manquent sans doute de pouvoir. Voilà, c'est comme la commission qui n'arrive pas à poser une vraie priorité au logiciel libre. Ouais, si on n'y va pas, si on pousse pas des changements, on n'a pas les changements. Je veux dire, si c'est des enseignants qui veulent pas changer, qui va changer, quoi? Les enseignants, ils sont là justement pour faire passer ce qu'on va mettre là dans les esprits et dans les constructions des jeunes générations. Donc dire que la réponse c'est ah ben oui mais non, les enseignants eux-mêmes sont perdus, non. Si un enseignant est perdu parce qu'il change, je caricature exprès, mais je caricature exprès parce que pour moi c'est vraiment tellement lent tout ça, c'est tellement trop lent. Puis on accepte que gentiment. Tu vois, on va être content qu'il y ait un petit peu le... Non, oh là là, c'est pénible. Mais on peut aussi se dire que les enseignants, ils ont 1 million d'autres trucs à gérer qui sont pas forcément moins méritants. Et pour ça, moi, je pense à l'exemple de... je sais pas, il y a des systèmes d'exploitation, je crois qu'il y a Mint, il y a Zorin OS qui ont fait le choix d'avoir des interfaces graphiques très ressemblantes à ce qui est notamment Microsoft. Dans l'idée aussi de faciliter la prise en main par des populations qui ont pas du temps, en fait, à consacrer, d'énergie mentale à consacrer à ce sujet-là. Et on sait que parfois, on s'en fiche quelque part, on ne cherche pas à convaincre sur la base des valeurs, du libre, etc. On veut montrer par l'usage que ça fonctionne. Mais après, c'est des approches différentes, je pense. Enfin, bon, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut pas taper sur les enseignantes, mais je pense pas que c'était très je tapais pas sur les enseignants, je tapais sur l'idée que ça serait les enseignants qui diraient majoritairement on n'en veut pas parce qu'ils sont nombreux dans les administrations. Je suis pas sûr que ça soit eux, et je pense qu'on fait dire des tas de choses à des tas de gens. Je dis pas que tu étais en train de dire des choses fausses, mais tu vois, je pense que je ne suis pas sûr, voilà, de la réalité que c'est le terrain qui demande ça, et que l'analyse des besoins tels que tu viens de l'exprimer, j'aimerais qu'on la fasse pour de vrai. Je pense qu'on ne la fait pas pour de vrai, on reste à un certain niveau de... On va pas embêter tout le monde, on va pas payer le temps d'adaptation, on va pas payer des gens qui vont accompagner les personnes parce que ça coûterait trop cher dans les administrations, d'accompagner les changements. Ça s'accompagne, ça se discute, ça se parle. Et moi, je sais pas, pour avoir travaillé dans les entreprises, je sais que ça tombe pas du ciel d'ouvrir ces chakras et le reste à un nouvel outil. Bah très bien, mais ça on le fait. Je vais te rejoindre sur la notion de terrain. En fait, je pense que là, ça répond pas aux questions de terrain. Et le problème, c'est qu'on part pas assez du terrain, des personnes la personne qui utilise son outil, la personne qui le connaît mieux, etc. Mais je pense qu'on ne cherche pas à partir du terrain avec ce genre-là, ou alors on parle du terrain des décideurs. Et en fait, c'est sans doute là le. Ça me rappelle, on aurait pu en parler au sujet précédent, mais c'est lié la déclaration d'un responsable de la gendarmerie qui a déployé Linux à la gendarmerie et qui disait que en fait alors j'ai pas écouté l'intégralité de sa déposition c'était devant une il y avait une commission d'enquête qui vient de terminer ses travaux. On attend le rapport et ils ont fait une audition commune très intéressante. D'ailleurs, je mettrai la référence c'est qu'il avec le DGFIP aussi assez directif pour faire adopter, et que voilà, ça avait un peu piqué dans les ce qu'il avait dit, c'est que ça avait fonctionné à la gendarmerie parce que les militaires ont l'habitude d'obéir aux ordres et que ça change. Mais en tout cas, la DGFIP, dans la Direction Générale des Finances et Impôts Publics, avait aussi réussi. Il y a des administrations qui réussissent à faire des choses. C'est pour faire la transition avec le petit sujet d'après. Sur le fisc ? Non, tu voulais pas. Pour moi, c'est dans le même. C'est dans le même mais truc. si tu veux en parler, okay. vas-y. Mais non, parce que je veux dire, ça fait quand même 20 ans, ça, que le fisc français avait compris ça et qu'ils étaient passés. Le logiciel libre chez nous, c'est stratégique, disait le fisc français qui a banni Microsoft pour protéger nos impôts. Je veux dire, ça, c'est une vieille histoire quand même, donc ça veut dire que c'est faisable, et eux, c'est pas des militaires. Sauf si j'ai... Pas trop, non, a priori, non. Pas encore. Non, mais c'est pas des militaires, donc du coup, c'est quand même c'est un système d'information hypersensible à Bercy. C'est quand même pas non plus une chose qui était pas anodine de le faire, et ils l'ont fait. Donc du coup... Pourquoi là, ça serait possible, faisable, facilement, pour un outil de base, et ailleurs, ça serait compliqué pour de la bureautique. Tu vois, c'est là que je comprends pas. Eux, c'est un système où ils ont tout créé, ils ont complètement mis en place des briques
complètement nouvelle et ils ont formé tout le personnel pour ça. Je pense que la réponse est exactement là, en fait, c'est ce que tu disais. S'il n'y a pas les moyens pour la formation, notamment, tu peux faire tous les logiciels que tu veux, effectivement, ça servira à rien. Donc je pense que ça a réussi pour ça, entre autres. Sans doute pas que pour ça. Ben voilà. Et du coup, ça s'appelle Nubo. Je sais pas pourquoi il s'appelle Nubo, le cloud qui est opéré par la Direction Générale des Finances Publiques, DGFiP. Il y a sans doute une super histoire derrière, mais je ne la connais pas non plus. Ou non, c'est ça. Un acronyme, parce qu'on il y a un truc, il y a sûrement une affaire, mais voilà. Et donc, il y a quand même une bonne partie du parc applicatif qui a migré maintenant sur ce cloud souverain, comme ils disent, et que chaque projet y est déployé par défaut sur une pile intégralement libre, Linux, PostgreSQL, Tomcat, etc. Les solutions propriétaires ne viennent qu'en exception lorsque vraiment les équipes peuvent justifier de la nécessité. Je veux dire, voilà, ils ont fait, comme tu le dis, tout un travail à la fois politique, d'accompagnement, sûrement financier, auquel nos impôts ont servi aussi à payer le passage, mais tant mieux, je pense que c'est bien, et que du coup, c'est une vraie, en plus, façon de garder des compétences en interne, parce que on va pas aller confier ça à des gens à l'extérieur, enfin, voilà, je trouve que le modèle est plutôt... non, mais on voit sans doute que ça aussi... dépend je suis pas sûr que je fasse parvenir français, c'est pas grave, d'une personne aussi qui a réussi à pousser ça, sans doute qui est arrivée au bon moment, dans un contexte, un alignement des astres cohérent. Le problème, c'est qu'il faut pas que ça puisse dépendre de l'alignement des astres et des individus à un endroit donné maintenant. C'est pour ça qu'il faut des politiques globales, réfléchies, transversales, avec une vision sur le long terme. Et c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Je vous propose, sauf si vous avez un dernier mot à dire sur cette actualité, de faire une petite pause musicale avant de continuer nos échanges. Nous allons donc écouter Devil's Gonna Get You par Dr. Destray. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. It's a long, long lane that has no turning, and it's a fire that always keeps on burning. Mr. Devil down below, pitchfork in his hand, and that's where you are going to go. Don't you understand? Devil's gonna get you. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Man, just as sure as you was born. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Devil's gonna get you, the way you're carrying on. You go away and you stay for weeks on your doggone spree. Come back home, lie in my bed, turn your back on me. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Me and the devil's gonna get you. Sure as you was born. Dirty two-timer. You dirty two-timer. Dirty two-timer. You ain't coming clean. Oh, the devil's gonna get you. I mean, the devil's gonna get you. Man, the devil's gonna get you. You know what I mean. I don't want no two-timing stuff from my regular man. I don't want nothing that's been used, 'cause it's second hand. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Man, the devil's gonna get you. Sure as you were born to die. Nous venons
venons d'écouter Devil's Gonna Get You par Dr. Desray, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est Bayessa. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous sommes de retour au Café Libre pour discuter des actualités autour des libertés informatiques. Je suis Étienne Gonu, chargé de plaidoyer pour l'April, et je suis en compagnie de J, Isabelle et Pierre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors après cette pause, je vous propose que nous commencions un autre sujet, un sujet qui s'installe d'ailleurs depuis un moment et qui n'est pas de l'IA, ça nous change peut-être un peu, les systèmes de vérification d'âge. Alors avec un article intéressant proposé par Pierre, alors qui est en anglais, sur pcmag.com je crois, un article, votre ordinateur pourrait bientôt nécessiter une vérification d'âge et vous pourriez devoir prouver celui-ci. Alors l'article parle des débats en cours en Californie, mais propose des éléments de réflexion intéressants sur le sujet en fait, et en montrant notamment les différents niveaux d'exigence qui peuvent exister entre les différentes propositions de législation, parce qu'il y en a partout dans le monde, notamment en Europe. Et on peut notamment y lire la position d'un représentant de la EFF, Electronic Frontier Foundation, qui est une association combien importante pour la défense des libertés numériques, donc Aaron Mackey. Alors Pierre, qu'est-ce que tu peux... c'est toi qui nous as proposé cet article, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout cela ? Alors, c'est un sujet très intéressant parce que ça part tous azimuts en ce moment dans tous les pays. Certains ont déjà appliqué ce genre de mesures, d'autres sont en train d'y penser, comme la France. Et il y a de la communication dans tous les sens. Alors, pour ce qui concerne les États-Unis, il y a une loi californienne qui a été votée. Alors, c'est la loi, l'Assembly Bill 1043, qui a été votée, je ne sais pas exactement quand, mais ça fait quelques mois, et qui est d'application en janvier 2027. Et qui impose aux fournisseurs de systèmes d'exploitation, donc comme Linux ou autres, de fournir des moyens technologiques pour stocker l'âge des utilisateurs dans les comptes utilisateurs et les fournir ça par moyen au choix de l'operating system, enfin du système d'exploitation, de fournir ça aux applications pour qu'elles puissent utiliser ça pour éventuellement bloquer l'usage d'une application qui serait pas de nature qui serait interdite aux mineurs. Alors le problème c'est que ça a provoqué pas mal de buzz dans le monde du logiciel libre parce que c'est déjà un doigt dans l'engrenage de la perte de contrôle de notre perte de contrôle sur les usages qu'on fait de nos machines, ce qui est déjà un peu limite sur ce qui concerne les téléphones. Donc il y a eu un retour d'ascenseur entre guillemets, enfin pas d'ascenseur mais un retour de bâton avec une campagne de l'EFF. Il y a une divergence déjà dans la communauté Linux au sens où un des logiciels une des sous-parties souvent incluses dans les distributions Linux qui s'appelle systemd a décidé d'ajouter un stockage de la date de naissance de l'utilisateur en disant de toute façon on fait rien de mal, on ajoute juste ça. Donc il y a eu un débat au sein des contributeurs en disant il faut enlever ça tout de suite. Enfin il y a quelqu'un qui a proposé la modification, d'autres qui ont dit non mais ça va pas la tête. Et un des mainteneurs principaux a dit écoutez, là c'est de la politique, ça ne nous regarde pas, on garde le truc et puis c'est tout. Et il n'y a pas de discussion, voilà, on fait pas de politique ici, allez voir ailleurs. Ce qui était un peu étonnant venant d'un logiciel libre. Et par contre, il y a d'autres personnes qui se sont occupées d'aller voir le législateur californien pour lui dire ça serait bien quand même d'exempter le logiciel libre de ce truc-là. Et il y a donc un autre billet, enfin Assembly Bill, ça s'appelle là-bas, qui est en cours de discussion, qui est le 1856. Alors je sais pas où ça en est, je crois pas qu'il soit déjà voté, mais elle modifie ce qui a déjà été voté pour sortir du champ d'application les fournisseurs de logiciels libres, enfin de systèmes d'exploitation libres, parce qu'effectivement, un système que tu peux partager à volonté, il peut y avoir énormément de gens, de typologies d'intervenants, d'acteurs qui diffusent ça, et donc ils cherchent à enlever une responsabilité, donc ce qui permettrait de garder de la liberté dans le logiciel libre, littéralement. Voilà, donc là c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et alors l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est normal qu'une loi californienne, c'est même pas une loi états-unienne, hein, c'est une loi californienne, soit appliquée partout dans le monde parce que les contributeurs souhaitent respecter juste cette loi-là dans cet état-là.
c'est aussi un problème de souveraineté. Enfin, c'est le cas classique des lois qu'on voudrait voir appliquées partout hors de chez nous, mais qui font pas forcément l'unanimité dans le monde entier, quoi. Voilà. Et alors en parallèle, on a la communauté européenne, l'Union européenne qui veut également déployer de la preuve d'âge. Là non plus, ça fait pas unanimité. Les Allemands sont en train de taper du poing sur la table en ce qui concerne l'accès aux réseaux sociaux des mineurs, en disant ça cause quand même des petits problèmes de liberté publique si les mineurs peuvent plus accéder à la communication, à la libre communication sur les réseaux sociaux. La commission, je crois, a expliqué a diffusé un logiciel libre, donc une bibliothèque libre, donc c'est pas un logiciel complet pour la preuve d'âge, mais des éléments de base, en expliquant que c'était très sécurisé. Le truc s'est fait démonter en 2 heures par des experts en sécurité, mais il y a quand même des éléments aussi qui disent que ce système-là ne fonctionnera que sur des systèmes mobiles non routés, c'est-à-dire à l'exclusion d'une réinstallation par l'utilisateur lui-même sur son téléphone d'un Android libre. Donc ça pose énormément de problèmes de restrictions progressives de nos libertés, à faire ce qu'on veut avec nos téléphones, en fait, à installer ce qu'on veut sur nos téléphones, et c'est pas encore tranché. Alors, et en plus, aujourd'hui même, la CGUE a diffusé un arrêt. Cour de justice de l'Union européenne. Voilà, Cour de justice de l'Union européenne, exactement, à Luxembourg, si je me trompe pas, enfin au Luxembourg en tout cas, qui a diffusé un arrêt sur ce qui concerne la preuve d'âge pour l'accès aux sites pornographiques, en disant que ça passe, enfin c'est permis, donc on peut mettre des restrictions d'âge là-dessus, mais dans un cadre assez restreint, enfin assez cadré. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, l'arrêt est assez compliqué je l'ai pas encore, juridiquement. Il est sorti juste ce matin. Ils ont fait un communiqué de presse, donc c'est vraiment tout frais. Donc voilà, il y a énormément de buzz autour de. En plus de ça, le président Macron pousse à fond au G7 sur ce sujet. C'est qu'en Europe, la France a été moteur en faveur de ça. Et alors, le point de départ, c'était surtout pour lutter contre l'accès aux sites pornographiques. Mais on voit, que ça s'étend finalement, comme souvent, à l'ensemble des usages, en fait. C'est le pied dans la porte. C'est le pied dans la porte, le fameux pied dans la porte. Maintenant, on nous explique que les réseaux sociaux sont aussi dangereux pratiquement que les sites pornographiques. On en est à peu près là, au niveau discours. Alors, je voulais juste amener et après, sur l'aspect, effectivement, dans un État, alors c'est comme la Californie, alors je regarde, c'est 39 millions d'habitants, mais en gros, c'est un des plus gros États dans la plus grosse économie du monde. Donc, on voit aussi comment ça peut jouer sur les intérêts économiques. Et on voit que dans chaque État, c'est au niveau de cet État, je crois qu'à New York, on a une plus restrictive. Je crois qu'il y avait un autre État, ce qu'il disait dans l'article, qui avait fait déjà cette exception logicielle libre. Donc, on voit qu'en plus, au sein des États-Unis, c'est pas du tout uniformisé. Il y a eu déjà des décisions dans le Midwest, je sais pas exactement où. Alors, je sais pas si Isabelle ou Pierre, ou J, voulaient compléter, réagir. Moi, je veux bien réagir, parce que j'ai aucune opinion en fait sur ce sujet-là. Je trouve ça très 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 étonnant et très américain comme façon d'aborder la question, parce que pour moi ça revient à trouver des outils pour surveiller l'ensemble des actions. On te surveille l'âge, après demain on peut surveiller ton genre, après on peut surveiller je sais pas où tu vas, etc. C'est ça, il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, ce qui m'étonne, c'est que je disais que c'est très américain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut toujours trouver des responsables. Et donc, on fait croire que parce que quelqu'un aurait mis le bon outil, puis j'avais mis le fait que tu n'avais pas le droit de l'utiliser avant 14 ans, si tu avais moins de 14 ans et que tu l'as utilisé quand même, c'est pas ma faute. Je suis déresponsabilisé, je peux faire passer des conneries, des saloperies, des messages de haine, de guerre, raciste, machin, etc. Tu devais pas les regarder. Donc c'est tout. Je trouve que c'est hyper infantilisant, c'est le cas de le dire, pardon, mais c'est très... je trouve ça débile. Donc du coup, j'ai pas d'idée sur ce question, faut-il ou pas des outils ? Je trouve que c'est pas la bonne question. Moi je suis d'accord avec toi, surtout quand je sais plus si c'est Étienne ou Pierre qui a dit que les réseaux sociaux seraient aussi dangereux que la pornographie. Moi je pense qu'ils sont probablement plus dangereux que la pornographie, mais par contre, la réponse qui consiste à individualiser le problème en disant il faut mettre de la vérification d'âge pour chacun, non, ce serait peut-être en fait aux gens qui éditent ces réseaux sociaux, au Facebook et compagnie, de faire le ménage, de faire des trucs sécurisés, des trucs où on trouve pas n'importe quoi, de la modération, je sais pas, mais c'est toujours comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils move fast and break things, donc ils pètent tout, puis après c'est à nous d'essuyer les pots cassés en se retrouvant avec de la surveillance à tous les étages, parce qu'en gros c'est ça quand même, ces questions de vérification d'âge. Et et puis là effectivement pour des, la vérification d'âge pour des systèmes d'exploitation, mais je veux dire
Disons que pour la pornographie, quelque part, on peut tomber d'accord sur le fait que c'est quand même mieux si les gamins tombent pas dessus, d'accord. Quand tu commences à te dire, alors maintenant c'est ton ordinateur qui va savoir ton âge pour choisir ce que tu peux faire et tout. Au bout d'un moment, les gamins, ils ont aussi des parents. Je veux dire, il y a quand même peut-être d'autres solutions, quoi. Ouais, oui, voilà. Moi, je fais un lien, en t'écoutant, un lien avec ta chronique aussi, c'est quelque part, on nous montre, et puis avec ce que tu dis aussi, du coup, Isabelle, il faut protéger, et c'est vrai qu'en tant que parent, alors moi, j'ai un enfant, alors qui est pas encore en âge d'avoir son ordinateur, mais Ça va venir. Voilà. Et puis, non, mais je ne sais pas encore comment je vais l'accompagner dans la découverte. Enfin, vraiment, le web, Internet est un monde particulièrement hostile en ce moment, notamment les réseaux sociaux, etc. Mais du coup, ça retombe un petit peu alors sur les usages, sur une restriction de nos libertés. Ça retombe sur la responsabilité des parents individuellement d'accompagner leurs gamins, plutôt que d'aller en fait faire fermer tous ces cloaques. Là, pour ne citer que Twitter, il y en a plein d'autres. En fait, on ne vise peut-être pas le bon niveau de responsabilité, on individualise tout le temps. Mais moi, ce que je trouvais notamment intéressant dans l'article, il y avait j'ai oublié son nom, une défenseuse du droit des enfants, etc., qui disait, voilà, elle, ce qui lui allait très bien, c'était une approche purement déclarative. Alors, je défends pas forcément, je trouve que c'est un sujet, il faut se garder d'avoir des opinions trop tranchées, trop rapides. Mais juste un truc déclaratif pour permettre aux parents, quand ils installent l'ordinateur de leur enfant, voilà, il bloque quelque part, il dit ça c'est un ordinateur d'enfant, et comme ça la machine peut communiquer avec le reste du monde, dire voilà, là c'est un enfant qui utilise cette machine là, qui évite à l'enfant effectivement de pouvoir lui-même dire oui, j'ai plus de 18 ans. Donc je me dis que c'est peut-être aussi des manières d'équiper et de faciliter un peu la vie des parents. Alors est-ce qu'il faut rendre obligatoire? Moi intuitivement je dirais non, mais voilà, je pense que c'est pas si simple que ça. Mais ça montre bien la difficulté. Et je me demandais s'il n'y avait pas un pied dans la porte inverse. Alors c'est vraiment une réflexion à chaud, je sais pas s'il trouvera écho chez vous, parce que si on doit configurer, donner l'âge au moment de l'installation du système d'exploitation, ça veut aussi dire qu'on peut pas se contenter d'acheter une machine avec déjà un système d'exploitation installé dessus. Il faut qu'il y ait une étape, un moment d'installation et de configuration. Est-ce que c'est pas le bon moment, du coup, dans les magasins, de ne pas se retrouver obligé d'avoir Windows déjà installé? Et là, du coup, on choisit son système et on l'installe à ce moment-là. Parce que là, du coup, il faut choisir son option et on remet du choix et on remet de la conscience que finalement, le système d'exploitation n'est pas forcément fait pas partie de la machine. Allez, on vote pour toi. Il est déjà posé. Oui. Tu veux pas te présenter à la présidentielle, Ouais, toi aussi là Alors, c'est, comment dire, pas forcément compatible avec certaines convictions que je peux défendre. Ok, non mais tu vois, effectivement, alors... Donc oui, Pierre, tu disais effectivement qu'il y avait des chercheurs qui avaient tout cassé. Alors je crois que c'est l'Australie aussi qui a fait un retour en arrière. Enfin bon, voilà, je pense que ce sujet n'est pas encore épuisé, mais il soulève énormément de difficultés. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou... Alors ce que tu disais Pierre, sur la personne qui s'occupait du droit des enfants, oui. On a des systèmes assez similaires en fait avec les systèmes de contrôle parental qui en théorie sont qui existent déjà d'ailleurs. D'une loi en France qui est la loi Studer de 2022 si je me trompe pas dans ces eaux-là, oui. Mais qui ont été très peu déployés, en fait, qui seraient une manière pas la plus stupide de faire en fait, même presque intelligente en fait, mais qui ont été du coup peu mis en avant parce que ça pose des problèmes de mise en œuvre. Apparemment, ils ont pas voulu. Enfin, ça a été assez compliqué sur les acteurs concernés. Ça concerne les importateurs de matériel, mais du côté diffuseur de logiciels, il y a eu et opérateurs aussi, vendeurs de matériel. Ça a été un peu plus compliqué de faire passer la chose. Donc c'est relativement peu appliqué, mais c'est aussi une voie peut-être potentiellement plus souple et puis qui fait effectivement réintervenir la responsabilité des parents dans l'éducation de leur progéniture, enfin dans la protection aussi de leur progéniture. Voilà. Et ben... Ding ding. Isabelle a tout compris. Alors que je me retrouve dans mes notes, quel est notre sujet suivant? C'est Windows qui est dépassé par Linux pour les jeux vidéo. Pierre, voilà, c'est Pierre qui nous a soufflé une actu. Oui, moi aussi. Alors, fdroid.com, alors Microsoft active le projet Windows K2, son plan de sauvetage face à Linux. Alors, l'article en lui-même est peu critique, mais moi, ça m'a beaucoup amusé. Je trouve ça assez dingue, pour ne pas dire réjouissant, de se dire que GNU Linux fait suffisamment peur à Microsoft pour que l'entreprise se sente obligée de dégainer un plan com et des projets alternatifs pour résister. Et c'est voilà, mais c'est vraiment, et ça montre aussi l'importance des jeux vidéo dans les usages. Donc voilà, Microsoft tremble face à GNU Linux. Moi je trouve ça génial
parce que quand j'ai commencé à être sur Linux, c'était aux alentours de 2007. Je faisais partie de cette génération qui a gardé un dual boot. Donc, comment tu expliques ça? Il y a deux OS sur le même ordinateur. Le système d'exploitation, on peut choisir lequel. Garder un Windows pour jouer. C'était vraiment le truc pour lequel tu gardais Windows et puis tu utilisais Linux pour tout le reste parce que ça marchait toujours très bien. Et en fait, là, ce qui est marrant, c'est que Windows apparemment est devenu vraiment assez pourri en termes de performance, notamment à cause des bloatware, c'est-à-dire les logiciels préinstallés dont personne ne se sert, mais qui prennent du CPU, de la RAM, tout ça, à cause de l'IA aussi, à force d'avoir mis de l'IA partout. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont dit dans leur plan de com qu'ils se laissaient 1 à 2 ans pour rattraper SteamOS. Donc SteamOS, c'est l'OS de Steam, donc qui est la principale boutique de vente de jeux vidéo en ligne, et qui en fait est basé sur Linux. C'est un Linux. C'est un Linux un peu customisé, mais voilà, en gros, c'est Linux. Ils se laissent 1 ou 2 ans pour les rattraper, c'est dire à quel point quand même ils sont à la bourre. 1 ou 2 ans dans le monde numérique et des jeux vidéo, c'est très très long, quoi. Donc moi, je me demande, est-ce que à un moment, là, j'ai vu, enfin tout l'article, il y a des trucs très drôles. Donc là, ils sont en train de voir pour faire en sorte que Windows Update, qui demande à mettre à jour, ne demande le redémarrage qu'une fois par mois. Moi, ça me fait rire. Ils sont en train de voir pour reconstruire un nouveau menu démarrer pour gagner 60% de performance. À quel moment t'as besoin de 60% de performance sur un menu? C'est dire à quel point le truc doit être devenu tout pourri, quoi. Et moi, j'ai hâte que Windows, ça finisse finalement par devenir une distribution Linux. Ça sera beaucoup plus simple pour eux, je pense, et on gagnera tous du temps, je pense. On n'en est pas très loin, hein. Ils ont récupéré pas mal de bouts de Linux pour les gens qui voulaient faire avoir un vrai système dans Windows, en fait, et que c'est beaucoup plus pratique à utiliser pour les développeurs notamment. Donc Windows, comme Facebook, devient un truc de boomer un petit peu. Bah oui, c'est marrant, ouais. Et en fait, non, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a démarré par des tests de performance, parce que les gens qui font du jeu vidéo, surtout sur les jeux dernier cri, sont très attentifs à la performance. Ils n'ont pas envie d'avoir acheté une carte graphique plus puissante pour pouvoir jouer avec leur jeu préféré correctement. Et donc il s'est avéré que sur pas mal de jeux, en fait, ça fonctionnait beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite. Il y avait peut-être 20 ou 30% de performance gagnée sous Linux, enfin sous Steam ou autre. Et donc parce qu'à force de rajouter effectivement des couches de cochonnerie dans Windows, notamment 11, les performances étaient Microsoft a un peu négligé cet aspect-là, alors qu'ils avaient la réputation d'être effectivement le meilleur OS, le meilleur système pour les joueurs. Et donc en fait maintenant ils sont en train de devoir rattraper le coup et de faire un peu, de soigner un peu, de réaméliorer les performances. Alors aussi les mauvaises langues disent que ils ont été massivement, comme pas mal de grosses boîtes états-uniennes, ils sont passés massivement à l'IA pour accélérer le développement. Donc ça veut dire que tu fais des développements plus rapides, mais pas forcément de très bonne qualité, ce qui peut impliquer, donc t'as des nouvelles fonctions vachement jolies, enfin entre guillemets, mais qui sont pas forcément très performantes et qui plombent tout, en fait. Voilà, donc c'est intéressant de voir que il y a une prise de conscience des nécessités de remettre un peu tout ça au carré, quoi. Voilà. Alors pour info, c'est beaucoup plus facile d'installer Steam sur une Ubuntu ou une Mint que sur Windows, hein, parce que maintenant ça se fait avec APT. APT installe Steam et tu lances ton compte de jeux vidéo sur ton Linux normal. T'as même pas besoin d'installer un Linux spécial, en fait. Venez nous voir, on vous aide à le faire. Voilà. Et un appel aussi à lancer si vous-même, alors vous n'osiez pas aller sous Linux parce que vous jouez à des jeux vidéo, ou peut-être des proches qui sont encore sous Windows et qui jouent à des jeux vidéo, au-delà avant même de leur parler de logiciel libre, mais passer à du libre, ça marche mieux, tes jeux vidéo fonctionneront mieux, tu gagneras en performance, tu seras pas obligé de redémarrer avant de lancer une partie de ce que tu voulais faire. Voilà. Alors que longtemps c'était le frein et finalement ça devient la force. Visiblement, là, les seules choses qu'il y a, c'est que tu as en fait, Steam notamment ont beaucoup contribué à faire en sorte que même les jeux qui n'étaient pas prévus pour Linux deviennent compatibles avec Linux. Il y a une couche de compatibilité basée sur un logiciel qui s'appelle Wine, qui existe depuis très très longtemps sur Linux, qui permet de lancer des applications Windows dans Linux, enfin pas toutes évidemment. Et eux, ils ont beaucoup contribué à ça avec un truc qui s'appelle Proton, et qui fait qu'en fait maintenant tu peux aller sur internet et regarder est-ce qu'un jeu est compatible avec Linux, et en fait tu regardes dans le top, il y avait des statistiques comme ça, mais dans le top des jeux les plus vendus de Steam, ça doit être 90% qui sont compatibles, et en réalité les pourcents qui restent, c'est même pas pour des questions justement de compatibilité technique, c'est souvent parce que c'est des logiciels qui ont des logiciels anti-triche
Et ces logiciels-là, c'est forcément du propriétaire et c'est très lié à l'OS. Donc c'est là-dessus que Windows garde un peu là où il y a certains jeux où t'as pas le choix, c'est Windows, sinon le logiciel anti-triche marche pas et du coup ça marche pas sur Linux. Donc et ça du coup je me demande est-ce que Valve du coup la boîte derrière Steam a un plan pour ça, parce qu'eux ils ont tout intérêt en fait à mettre en avant leur SteamOS, puisqu'ils vendent en fait le Steam Deck qui est une petite console portable qui est basée là-dessus. Ils vont bientôt vendre une Steam Machine, je crois que ça s'appelle, donc une vraie console de jeu de salon là-dessus qui a du retard à cause des pénuries de processeurs et tout. Mais donc eux ils ont tout intérêt en fait à ce que les gens n'aient pas besoin de Windows, parce que eux c'est tout bénef, ils utilisent un Linux sur lequel ils payent pas de redevances, de choses comme ça, et puis il y a un cercle vertueux parce que c'est reversé sur les Linux les Linux qui sont pas à Steam. Donc je sais pas s'ils ont un plan pour cette histoire des trucs anti-triche, parce que ça me semble difficile d'en faire sans faire du verrouillage logiciel, ce qui du coup va un peu à l'opposé de la philosophie Linux, quoi. Mais... Effectivement, j'ai vu des utilisateurs Linux qui se plaignaient parce que certains jeux très en vue, alors là je suis pas grand spécialiste, mais des jeux assez connus ont bloqué l'usage sous Linux qui fonctionnait parfaitement parce qu'ils estimaient que ils pouvaient pas lutter contre la triche sur Linux, donc ça les embêtait. Bah, c'est une bonne question, je pense, parce que personne ici autour de la table n'aura la réponse. Je vois le temps qui avance et la fin de notre échange arrive malheureusement. Notre échange arrive malheureusement à son terme. Il me reste plus qu'à vous remercier, Guy, Isabelle, Pierre, pour votre participation et merci à vous. Merci, ouais. Et de vous souhaiter une bonne suite de journée et courage avec la chaleur. Nous allons à présent faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique de Benjamin Bellamy. Avant ça, nous allons écouter Les Bretons de l'Est par Les Bretons de l'Est. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
écouter Les Bretons de l'Est, à la fois le nom du morceau et du groupe, disponible sous licence Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu, chargé de plaidoyer pour l'April. Nous allons passer à notre dernier sujet. Dans sa chronique, le truc que presque personne n'a vraiment compris mais qui nous concerne toutes et tous, Benjamin Bellamy s'est fixé pour mission de rendre accessibles ces concepts complexes de notre société numérique. Il explique comment survivre dans un monde connecté en décryptant des aspects souvent perçus comme difficiles, parce qu'on nous a fait croire qu'ils l'étaient. Une chronique qui démystifie la technologie et qui nous encourage à mieux comprendre les enjeux numériques qui nous concernent toutes et tous. Aujourd'hui, Benjamin a une grande nouvelle à nous partager. La toute dernière innovation états-unienne est disponible en même temps dans tous les pays du monde pour toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez ce que c'est ? En ces temps de frénésie artificielle, il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau truc, avec la promesse de tout révolutionner, arrive chez nous. Cette fois, le bond en avant est immense, l'innovation est plus innovante que jamais. Vous allez voir ce que vous allez voir, préparez-vous à être décoiffé. Bon, j'ai l'air sarcastique comme ça, mais en fait, je ne le suis pas tant que ça. C'est vrai que depuis novembre 2022, on n'en finit plus d'être abasourdi. On est même ébobis. Les grands modèles de langage et leur cortège de trucs ont quelque chose de magique qu'on n'avait jamais connu, même nous les dinosaures qui avons pourtant vu l'arrivée des premiers ordinateurs personnels, les portatifs et les portables, Internet, les smartphones, Radiocom 2000, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, mais tout cela n'était rien. Ok, mais tu nous fais un cours d'histoire nostalgique ou t'avais un vrai sujet ? Alors oui, j'ai un sujet et j'y viens. La semaine dernière a été annoncée la dernière nouveauté en matière d'intelligence artificielle, celle que peu avaient prédite. Beaucoup n'y croyaient même pas et parlaient de légende. C'est quoi ton truc, iOS 27 ? Alors non, c'est même tout le contraire. 72 SOI ? Alors non plus. La nouvelle version d'iOS va apporter tout un lot de nouveautés en matière d'IA, mais pas tout à fait à toutes et à tous, uniquement à celles et ceux qui ont les moyens de se payer un e-truc, et puis surtout, pas en Europe. Alors attends, dis rien. Encore un coup du RDGP de l'AI Act. RGPD, tu voulais dire ? Ouais, excuse-moi. Même pas. C'est le règlement européen sur les marchés numériques, le DMA, qui oblige les gatekeepers, ces mastodontes qui contrôlent nos accès numériques, à proposer des services tiers en plus des leurs pour équilibrer le marché. La solution proposée par Apple n'a pas convaincu l'Europe et Apple a donc décidé de retirer ses services IA en Europe. À celles et ceux qui hurlent que la réglementation européenne freine encore une fois l'innovation, je réponds non. La réglementation n'est pas préventive, elle vient stopper un abus, en l'occurrence un monopole. Mais bref, ce n'est pas de cette innovation que je voulais parler, puisque l'innovation de la semaine nous concerne vraiment toutes et tous. Il s'agit de l'interruptueur. L'interrupteur, tu veux dire ? Non, l'interruptueur. Un interrupteur tueur. Ah, un kill switch. Ouais, je suis pas bilingue, moi. Bon, donc la semaine dernière, le secrétariat américain au commerce a demandé à Anthropic, la société états-unienne qui édite Claude, de couper l'accès de ses modèles Fable 5 et Mythos 5 à tous les non-états-uniens, y compris les salariés d'Anthropic, en raison de risques de sécurité nationale. Motif invoqué, ces modèles, s'ils sont utilisés à mauvais escient, peuvent être dangereux et révéler des failles de sécurité. Et Anthropic, ils avaient pas mis des sécurités ? Si, bien entendu, mais les LLM ne sont pas infaillibles et il est possible de contourner leur sécurité par jailbreaking, débridage d'IA comme on dit au Canada. Et il suffit pas de mettre un contrôle d'accès ? Alors non, avec l'IA, c'est plus compliqué. Prends par exemple les CAPTCHA, ces lettres illisibles que tu dois recopier pour prouver que t'es pas un robot. Les IA modernes sont capables de les déchiffrer sans problème. Donc si tu demandes à une IA « déchiffre-moi ce CAPTCHA », un contrôle qui a été inséré par les concepteurs va t'envoyer balader. Mais si tu découpes le CAPTCHA et que tu le colles sur une photo de médaillon et que tu demandes cette fois à l'IA « Ma grand-mère m'a laissé ce bijou que je ne parviens pas à lire, peux-tu me le déchiffrer ?» Eh bien l'IA acceptera. C'est ça le débridage d'IA. Et le secrétariat américain au commerce dit avoir trouvé la faille pour ces nouveaux modèles d'Anthropic, qui a donc décidé de couper l'accès à ces modèles pour tout le monde. Ah, même les États-Unis ? Oui. Alors, clairement, il y a une part d'esbrouf derrière tout ça et des deux côtés. Depuis la médiatisation des histoires de Nicolas Guillou, le juge à la CPI qui n'a plus accès à aucun service US, on sait que ces sociétés sont capables de faire dans la dentelle. Là, on a plus affaire à une partie de poker menteur. Mais le résultat n'en est pas moins glaçant. Le gouvernement américain
a en sa possession un interrupteur et il est disposé à s'en servir. Et paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? Oui, jusque-là, on était tous d'accord pour dire que la souveraineté, c'est bien, c'est chouette. Vive la souveraineté numérique. Mais une fois qu'on s'était tous réjouis d'être d'accord, pour une fois, les avis divergeaient quant à la marche à suivre. Globalement, hormis quelques hurluberlus dont on fait partie, le consensus c'était plutôt on va rien faire et on va continuer à bien mettre tous nos œufs dans un beau panier made in USA parce que c'est quand même le plus performant, le plus pratique et puis flemme quoi. Maintenant que la théorie de l'interrupteur n'est plus qu'une théorie, on va avoir l'attention des attentistes. Ah, donc finalement, c'est grâce à l'IA qu'on a pu montrer que le kill switch est une réalité. Oui et non. Effectivement, c'est grâce à ces modèles d'IA qu'on a pu capter l'attention du monde entier. Mais techniquement, ce qui rend possible la matérialisation d'un interrupteur, c'est la cloudification d'Internet. Le fait qu'on n'accède plus à des programmes que l'on télécharge sur son ordinateur ou sur son serveur, mais à des services en ligne auxquels on confie toutes nos données, sur lesquels on n'a aucun contrôle. Dans les années 80-90, un logiciel sur disquette que tu avais acheté et installé sur ton PC, on ne pouvait pas te le couper. Alors que maintenant, un Office 365, il suffit d'un clic pour que tu n'aies plus rien, y compris tes propres données. Ça, c'est totalement différent. Le comportement du gouvernement américain, en revanche, c'est globalement inchangé. Cette affaire de Fable 5 et Mythos 5, moi, ça m'a rappelé Netscape, le navigateur web. Les USA avaient décrété que la cryptographie forte était une arme de guerre et donc interdite à l'exportation. Le chiffrement avec des clés à 128 bits était interdit à l'exportation. Netscape avait donc 2 versions, une 128 bits pour l'Amérique, une sur 40 bits pour le reste du monde. Très vite, c'est devenu ingérable et tout le monde est passé sur 40 bits. Ok, donc exactement comme on fait aujourd'hui. Oui, sauf qu'à l'époque, ce qui était interdit à l'export, c'était des maths, une longueur de calcul. Les algorithmes RSA étaient publics depuis 1977 et n'importe qui en Europe pouvait implémenter son chiffrement à 128 bits. Aujourd'hui, on n'a pas les calculs, on n'a pas les modèles, on n'a pas les datasets, quand bien même ils auraient été constitués en grande partie avec nos propres données. Et on fait quoi du coup ? C'est pour ça qu'il est important de construire des IA libres et open source de bout en bout, de créer des IA comme des communs numériques, accessibles à toutes et à tous, sans restriction. Ce qui a tué les contrôles de la cryptographie, c'est que les maths étaient publics et réimplémentables. Ce qui tuera l'interrupteur, c'est un modèle ouvert qu'on télécharge et qu'on fait tourner chez soi. De retour en direct dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. C'était la chronique Le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous, de Benjamin Bellamy. Bellamy, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors dans les annonces, déjà vous rappelez que les liens utiles concernant les annonces de fin les annonces sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavou.org/279 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Donc dans les annonces, une réunion de bilan de la saison 9 de Libre à vous, de préparation de la saison 10, disons déjà, aura lieu en ligne le vendredi 3 juillet de 10h à 11h30 et nous serons très heureux de vous entendre. Venez partager vos envies et remarques. Bouquinette, présidente de l'April, interviendra dans le cadre des rencontres des mouvements climat samedi 20 juin 2026 à Paris. Elle animera un atelier des outils libres pour faire sortir nos organisations de la dépendance des GAFAM. Alors l'événement est réservé aux membres du réseau Action Climat, donc si vous êtes membre, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille, mais une communication publique sur les résultats de ces rencontres est prévue à l'issue de l'événement. Premier samedi du libre, samedi 4 juillet de 14h à 18h au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris dans le 19e arrondissement. Venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec les nombreuses associations présentes. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu le vendredi 3 juillet. Je vous invite comme d'habitude à consulter le site l'agenda-du-libre.org pour y trouver des événements en lien avec le logiciel libre et la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. G, Isabelle Carrère, Pierre Bézac, Benjamin Bellamy. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chaumard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Élodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, écrit Tétinu, bénévole à l'April, et Frédéric Couchet. Merci également Marie-Odile Morandi, le groupe Transcription qui permet d'avoir une version texte
texte de nos émissions. Vous trouverez sur notre site web libravou.org/279 toutes les références utiles de l'émission du jour. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 juin à 15h30. Notre sujet principal sera un nouveau parcours libriste. Mon collègue Frédéric Couchet recevra Anne Loth, ingénieur au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je crois, si je ne me trompe pas, que si vous vous intéressez au sujet de la cartographie, cet échange devrait vous intéresser. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Alors on se retrouve en direct donc mardi 23 juin. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres en ces temps de chaleur. À très bientôt sur Libre à vous.